Le monde tel que vous le connaissez aura donc subi les conséquences d'une terrible fusion. Il aura disparu et sa forme devenue parfaite aura commencé une nouvelle détermination. Pardonnez-moi, nous n'avons plus le choix. Je ne veux pas finir aujourd'hui, je dois lancer le programme de renaissance. Présence détectée. Présence détectée. En cours de détermination. Déterminé. Renaissance. Application. Il y a. Sens. Déterminé. Dans. Relation. Déterminée. Il y a le logique. Dans le logique, il y a le monde. Dans le monde, il y a les faits. Dans les faits, il y a les objets. Il y a la logique. Dans la logique, il y a le langage. Dans le langage, il y a les propositions. Dans les propositions, il y a les mots. Distinction détectée. La, les, le, les. Mathématiques déterminées. Unité, pluralité. Positif, négatif. Distinction détectée. La, le. Propriété déterminée. Interne, externe, essentiel, accidentel. Première conséquence. Détectée. Rune détectée. Rune détectée. Rune détectée. Rune détectée. Seconde conséquence détectée. Rune détectée. Rune détectée. Fin des conséquences. L'opération de création de monde a été effectuée avec succès. Renaissance. En cours de détermination. Arrêt de la détermination. Une erreur est survenue. Demande de liaison avec Cellulis pour poursuivre l'opération. Cellulis requis pour acquisition des faits manquants. Inscription des faits des Cellulis dans vecteur de volonté. Inscription terminée avec succès. Première conséquence détectée. Rune vie détectée. Rune mort détectée. Rune création détectée. Rune néant détectée. Seconde conséquence détectée. Rune cosmo détectée. Rune chaos détectée. Présence détectée. Présence détectée en cours de détermination. Déterminée. Contresens. Application. Temps. Espace. Conception. Volonté. Vrai. Faux. Bon. Mauvais. Beau. Laid. Programme insensé. Distinction détectée. Infini. Conséquence détectée. Infini. Partition. Possible. Avertissement. Chargement des données relatives à l'univers de définition. Bien que la cellule ait été vaincue par Ignos, première impératrice de la Terre, et en dépit du fait qu'un millénaire se soit écoulé sur ces sombres heures, la Fédération du Système solaire, la FDSS, est à nouveau le théâtre d'un implacable affrontement, la guerre des immortels. Tout débuta sur Mars, en 520, lorsque les humains exhumèrent les tombeaux et les temples en ruine de la civilisation sétentrienne. Les sétentras percevaient notre univers par le prisme de sensations inconnues. Au moyen de ces sens originaux, ils embrassèrent les desseins de leur créateur et jouirent longtemps de ces connaissances divines avant de disparaître dans de mystérieuses circonstances. Cependant, ils laissèrent un ultime témoignage de leur existence. Ils synthétisèrent l'ensemble de leurs connaissances dans des artefacts mystiques que les êtres humains baptisèrent runes de Dieu. Depuis les sous-sols martiens jusqu'au corridor d'acier de la cité-État Fidridan, les scientifiques s'acharnèrent à comprendre le sens des runes. Pendant plusieurs décennies, des centaines et des centaines de chercheurs tentèrent en vain d'en traduire le précieux contenu. Il fallut attendre l'alliance de deux génies, Miphos Quadria et Soren Solipsis, pour que les recherches engagées par l'empereur Bran Oberon aboutissent enfin. Néanmoins, lorsque la traduction des runes fut possible, les deux scientifiques divergèrent sur son usage. Soren Solipsis, biologiste vitaliste,
songea qu'il pouvait être excessivement dangereux pour la vie humaine d'achever ainsi la quête des sciences. Selon lui, la recherche de la vérité devait prévaloir sur son acquisition. Les runes allaient contenir des révélations trop importantes. Le bénéfice brutal de telles réponses risquait de déstabiliser l'équilibre fragile des êtres humains. Il conseilla à l'empereur de ne jamais ouvrir cette boîte de Pandore. Mais Miphos Quadria refusa d'en jeter la clé. Pour le métaphysicien, une telle opinion revenait à nier des siècles de science. Miphos, pensant qu'il s'agissait là d'une entrave à la vérité, jugea au contraire qu'il se devait de soumettre le contenu des runes à l'humanité tout entière. L'amitié entre les deux hommes vacilla, et ce débat, relayé par les médias de l'Empire, devint public. Le peuple s'empara de la question. Les hommes étaient-ils prêts à tout comprendre? Que feraient-ils de ces nouvelles connaissances? L'humanité était-elle suffisamment avisée pour accueillir de telles révélations? Était-il raisonnable de devoir ainsi choisir entre la science et la sagesse? Les trois astres fédérés, Terre, Sélénée et Mars, organisèrent un débat public sur la question. Mais dans l'âpre joute rhétorique et philosophique qui opposait Miphos Quadria à Soren Solipsis, Miphos possédait un atout considérable sur son adversaire. Fils adoptif de l'empereur Bran Oberon, le dauphin disposait d'un poids politique qui lui permit d'évincer peu à peu ses opposants. À l'issue de cet injuste débat, un référendum fut organisé. Bien que la Terre se rangeât du côté de Solipsis, la Lune et Mars votèrent en faveur du projet d'extraction des données runiques. L'idéographie créée par Miphos allait donc servir à l'élaboration de deux ordinateurs surpuissants, baptisés du nom des deux runes soumises à l'étude. C'est ainsi qu'en décembre 559, au calendrier standard d'Ignos, fut érigé sur Mars Cosmo et Rebirth. Mais au cours du débat qui avait précédé l'érection de Cosmo et Rebirth, la relation entre les deux savants s'était lentement gangrénée. Les yeux gris de Miphos Quadria brillaient maintenant d'une arrogance et d'un dogmatisme glacial. Soren, qui connaissait le dauphin mieux que quiconque, sut à cet instant que son ancien ami glissait lentement vers les affres de la démence. La confiance de jadis ne régnait plus. Solipsis devint la risée de la Fédération. Considéré comme un défenseur de l'ignorance, il fut contraint d'abandonner ses recherches pour emprunter amèrement le long chemin de l'exil. Avant de quitter Mars pour la solitude de sa retraite, Solipsis mit en garde une dernière fois l'empereur contre la soif de connaissance de son fils. Pendant ce temps, Cosmo et Rebirth fournissaient leurs premiers résultats. Les richesses stupéfiantes des données runiques semblaient aller dans le sens de la pensée de Miphos. Grâce aux machines martiennes, l'humanité assista à la création de l'univers, à l'agonie des étoiles massives, à la naissance de la Terre. On remonta jusqu'aux origines mêmes de la vie. La vérité devint tout à coup aussi accessible qu'un livre. Dans Cosmo et Rebirth subsistait une copie fidèle de la réalité. Source des informations issues de la machine, cette copie exacte fut baptisée par les savants Ombre Monde. L'Ombre Monde contenait la totalité des faits. Tout être réel y possédait une ombre, une copie strictement identique à lui-même. Par conséquent, sitôt qu'un être humain
effectuait une action dans la réalité en un lieu, au même instant, l'ombre de cet homme effectuait dans Cosmo et Rebirth cette ombre action en cet ombre lieu. Les questions métaphysiques soulevées par les analyses de l'ombre monde occupèrent le devant de la scène quelques mois durant, jusqu'au jour où Myphos Quadria prouva avec sagacité que le monde était en fait totalement déterminé. Les événements du monde s'écoulaient implacablement selon la logique des runes. Il venait d'achever la science sous un tonnerre d'applaudissements. Mais le bonheur qu'éprouva Myphos ce jour-là fut de courte durée. Pensant délivrer au monde une pensée brillante, il s'aperçut qu'il avait fait le pas de trop, celui contre lequel Solipsis l'avait mis en garde. Il venait inconsciemment d'infliger à l'humanité une terrible malédiction. Depuis, les nombreuses prisons impériales, des clameurs s'élevèrent jusqu'au Parlement martien. Les prisonniers se révoltèrent et obtinrent leur libération, prônant que les runes seules étaient coupables de leurs abominables crimes. Il n'y avait plus d'arguments pour le bien et la justice. La moralité, la recherche, le travail et le génie, tous ces concepts qui avaient fait la grandeur de l'humain, étaient tout à coup devenus caducs. L'humanité sombra dans le chaos de l'irresponsabilité. Bran Oberon, que la biomécanique et la sénilité avaient rendu mutique, ne contrôlait plus rien. Myphos Quadria dut donc prendre les commandes afin de rétablir l'ordre dans le système solaire. Ses recherches avaient achevé de le rendre fou. Il usa de Cosmo et Rebirth pour mater les rebelles dans le sang. Sur Terre, cette décision autoritaire eut l'effet d'un crime contre l'humanité. L'idée d'user de Cosmo et Rebirth à des fins politiques et militaires fut considérée comme une trahison des lois fédérales. Cet événement déclencha une demande de sécession avec le pouvoir impérial de Fidridan. La Terre, véritable grenier de l'humanité, fit peser sur Mars et Séléné la menace d'une famine imminente. Les nobles prirent peur. Myphos perdit alors toute once d'humanité. Fort de l'omniscience que Cosmo et Rebirth lui apportaient, il fit éliminer de façon systématique toute personne qui osa s'opposer à lui. Le système solaire devint une prison à ciel ouvert. La Terre se fit l'esclave des nobles puissants. Écrasés par la menace omnisciente de Quadria, les Terriens se mirent à prier la venue d'un Messie qui viendrait les libérer de la coercition impériale. Le monde allait de folie en folie à un rythme effréné. Ainsi, par exemple, Myphos Quadria, comme Bran Oberon, le mutique, accédèrent à l'immortalité. Les runes avaient-elles joué un rôle là-dedans? Ou bien Myphos s'était-il seulement servi de la science accomplie pour se transformer ainsi? Personne ne l'avait encore deviné. Myphos était devenu un monstre placide, dévorant la chair des hommes au profit de ses obscures recherches. Rien ne semblait en mesure d'endiguer la folie du métaphysicien lorsqu'en 572,
un homme, sur Terre, libéra la Nouvelle-York. Cet ancien prisonnier impérial bénéficia d'un allié secret et influent. Il parvint à tromper la vigilance de Miphos et libéra la cité terrienne en seulement 72 heures. Cet homme prit le nom de Finlongfinger. En dépit de son omniscience, Quadria ne parvint pas à l'éliminer, et pour cause. Finlongfinger, lui aussi, était un immortel. La Nouvelle-York s'érigea en bastion des terriens libérés. Elle fut le point d'origine d'une nouvelle résistance et d'un nouvel espoir. Après quelques vaines tentatives d'intimidation, Miphos laissa se développer cette rébellion sur le continent tout entier. Une longue guerre froide opposa les deux camps. Plutôt que de s'attaquer aux hommes, Miphos décida de saper les forces de la résistance en lui confisquant peu à peu ses ressources culturelles. Les armées impériales pillèrent toutes les richesses et saccagèrent jusqu'au climat de la planète. La Terre, parcourue de tumultueux orages de feu, se couvrit de paysages désolés. Elle se transforma en un immense charnier de violence et d'ignorance. La guerre des immortels, sourde et malsaine, dura une éternité. 4 siècles de tourments irréels. Elle s'acheva dans la destruction de la Nouvelle-York, le 3 janvier 1001. Cette nuit-là, les troupes impériales de Miphos étaient accompagnées d'humanoïdes effrayants, parcourus par de la foudre bleue. L'un de ces humanoïdes parvint à terrasser l'immortel de la résistance. Cependant, lorsque la poussière retomba autour du cadavre de Finlongfinger, son visage affichait un sourire apaisé. La diversion avait fonctionné. À 1000 milles de la Nouvelle-York, plusieurs sous-marins de réfugiés résistants gagnaient déjà le pôle sud. Le général Gladius Sword obéissait aux ordres de Finlongfinger. Il se dirigeait à contre-cœur vers cette étrange destination. L'ombre monde risquait à tout moment de l'y trahir, et pourtant, Gladius ne songeait qu'au dernier ordre du président. Avant de se sacrifier, Finlongfinger avait fait parvenir au Conseil de la Résistance une liste d'enfants, tous nés le même jour, le 14 décembre 996. Il avait insisté pour que tous ces orphelins soient sauvés du désastre imminent. Âgés seulement de 5 années, ces fils de l'armée des ombres erraient dans les couloirs du submersible. Pourquoi Finlongfinger avait-il donné des ordres si singuliers? Lorsqu'ils arrivèrent au terme de ce long voyage, les résistants empruntèrent un tunnel qui les guida sous la banquise australe. En ces lieux, ils découvrirent une cité troglodyte déserte, plongée dans le silence d'une attente sereine. C'est ici, à la base du pôle sud, que les attendait l'allié secret de Finlongfinger, la première victime de Miphos Quadria, Soren Solipsis. Après ses recherches sur les runes, comme son ancien confrère, il constata avec résignation sa propre immortalité.
Il profita de sa longue retraite pour élaborer un plan visant à libérer les humains de la tyrannie de Miphos Quadria et de ses runes infernales. Ce projet reposait sur les enfants que le Conseil venait d'emmener avec lui. Solipsis expliqua que l'existence de ces humains n'avait jamais été prise en compte par l'ombre monde. Ils semblaient être des bugs de Cosmo et Rebirth. Miphos ne connaissait aucune des conséquences de leurs actes. Par effet papillon, les runes n'anticipaient aucune des actions faites par eux et pour eux depuis leur naissance. Or, Solipsis, qui s'était juré de ne faire construire cette cité qu'au cas où de tels êtres seraient détectés, assura que sa base du pôle sud ne pouvait faire l'objet de l'omniscience ennemie. Officiellement, Miphos savourait sa victoire sur la résistance terrienne. Pour Cosmo et Rebirth, la résistance s'était éteinte à la Nouvelle-York. Les ombres des cadavres résistants gisaient au sol de l'ombre terre, mais dans la pénombre de la terre authentique s'épanouissait en secret une liberté dont les runes ignoraient jusqu'à l'existence. La vôtre. Vous êtes la liberté. La lutte contre Sens est à son commencement et nul ne peut encore prédire qui en émergera victorieux. Arrêt de la description. Une erreur est survenue. Demande de liaison avec Cellulis pour poursuivre l'opération. Cellulis requis pour acquisition des faits manquant des simulacres. Choix possible parmi les bugs uniquement. Conséquences détectées. Fait de simulacres nécessaires pour le vecteur de volonté. Je suis un bug. Je suis né le 14 décembre 996. Je n'ai pas d'ombre. Je suis membre de la résistance. Je vis au pôle sud, à la base militaire. Je suis membre de la division bug. Mes parents sont décédés dans la nuit du 3 janvier 1001. Inscription des faits des simulacres dans Vecteur Volonté. Inscription terminée avec succès. Miroir simulacre déterminé. Monde en cours de détermination. Première conséquence. Épreuve 1 détectée.